bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu diffuser récemment cette vidéo de ce neurochirurgien américain qui a décidé de tout plaquer. On va voir ensemble aujourd'hui un petit peu l'histoire et le contexte de cette vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue et pour ceux qui l'ont vue, on va essayer de l'analyser ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Robin, je suis actuellement interne de radiologie en 10e année de médecine et l'histoire que je vais vous raconter me concerne de près parce que je me reconnais un petit peu dans ses propos. Bien sûr, je ne suis pas dans son extrême et je ne vais pas décider de tout plaquer demain, mais c'est très intéressant parce que c'est un neurochirurgien américain. Pour ceux qui ne le savent pas, déjà aux États-Unis, les salaires des médecins sont beaucoup plus élevés qu'en France. Un radiologue gagne en moyenne 500 000 $ par an et les neurochirurgiens sont la spécialité qui gagne le plus d'argent. Donc c'est quasiment en moyenne entre 800 000 et 1 million de dollars par an. Donc on peut se dire qu'il avait une dizaine d'années d'expérience, donc à peu près 1 million de dollars par an et on va essayer de retracer l'histoire. Donc en gros, dans la vidéo, c'est assez intéressant et marrant parce que vraiment la miniature, on voit que c'est une miniature qui n'a pas du tout été travaillée, elle ne paye pas de mine, c'est un petit peu comme ce que je vous ai mis moi sur la miniature, enfin c'est exactement celle-là, j'ai repris sa miniature et j'ai mis un texte dessus, on voit son visage, il est face cam, la qualité est vraiment médiocre, on voit qu'il est sur un téléphone, il a dû le poser le téléphone sur une pierre et il est au milieu des montagnes et il parle pendant 45 minutes sans cut et c'était une chaîne YouTube qui avait 100 000 abonnés, donc voilà, c'est quand même une chaîne YouTube assez connue, il faisait des vidéos sur la nature, etc., etc. Je pense que les gens ne savaient pas qui y avait derrière cette chaîne. Et en fait, il y a une vidéo là qui est sortie le 9 juillet, donc il y a à peu près 3 semaines. Et en 3 semaines, il a fait 10 millions de vues. Donc 10 millions de vues pour une chaîne de 100 000 abonnés, c'est énorme. Vraiment, c'est une vidéo qui a surperformé. Et je pense que dans la niche du contenu médical en anglais, en tout cas, c'est pour ça que je voulais vous la partager sur cette chaîne un petit peu francophone. Je pense qu'elle a fait le tour vraiment de cette niche. Et en fait, elle est hyper intéressante quand on la décortique et quand on essaie de comprendre ça, surtout quand on est un petit peu dans la même situation, entre guillemets. Donc, on va résumer rapidement la vidéo et puis après, on va essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de sa réflexion et qu'est-ce que moi j'en pense. Donc, en gros, l'histoire, c'est un neurochirurgien. Donc, c'est un petit peu comme en France et je crois qu'aux États-Unis, c'est encore un petit peu plus long. Il faudra vérifier, mais en gros, il y a les années de médecine classique, je crois, donc pareil, il y a 3, 4, 5 ans de tronc commun et ensuite il va y avoir la spécialité, l'internat et en chirurgie ça peut durer jusqu'à en tout 13 ans aux États-Unis. Donc voilà, il y a déjà 13, entre 10 et 13 ans comme en France d'internat de spécialisation pour devenir neurochirurgien. Donc lui il explique que de base il avait décidé de faire neurochirurgie parce qu'il voulait comprendre tout ce qui était à propos du cerveau. Donc en fait il était devenu passionné, il avait vu qu'on pouvait mettre un implant par exemple de bras chez un patient qui était amputé, etc. et le connecter au cerveau et qu'il pouvait le contrôler grâce à ça. Et donc il avait l'impression que c'était presque Matrix et qu'en fait il avait décidé de faire neurochirurgie dans ce sens-là. Voilà, donc lui il explique qu'il étudie au MIT, donc c'est l'un des meilleurs instituts de formation en médecine. Voilà, et donc il fait son internat, etc., etc. Et en fait, aux États-Unis et même ici en France, la neurochirurgie c'est cerveau et colonne vertébrale. Et donc, au fur et à mesure de son internat, de son cursus, il s'est entre guillemets, sans trop le vouloir, on a envie de dire, plutôt spécialisé en chirurgie de la moelle. Aux États-Unis, je pense que, et même ici, c'est ce qui est le plus demandé lorsqu'on ne travaille pas dans des gros CHU, qu'on ne fait pas de la tumeur, etc. au niveau du cerveau. Évidemment, le plus fréquent, c'est chirurgie de la moelle épinière. Chirurgie de la moelle, ça veut dire quoi? Ce sont opérer tout ce qui est hernie discale. C'est très fréquent évidemment, les gens qui ont mal au dos, hernie discale, quand on a beaucoup d'arthrose et que le canal lombaire devient étroit, de choses comme ça. Donc ça, c'est finalement le cursus et la spécialisation et la voie qu'il a pris. Et donc, une fois qu'il a fini son internat, il a travaillé dans un hôpital pendant une dizaine d'années où il a peaufiné ses techniques, il était très bon chirurgicalement. Mais en fait, il s'est rendu compte que de plus en plus, il perdait du sens dans son métier, tout simplement parce que il s'est vraiment rendu compte que la chirurgie, elle marchait beaucoup mieux en fait chez les gens qui avaient un mode de vie sain, qui faisaient attention à ce qu'ils mangeaient, qui faisaient de l'exercice régulièrement, qui n'étaient pas trop stressés, qui faisaient du sport, qui avaient un mode de vie finalement en fait axé sur la santé, sur la prévention. Et les gens qui comptaient, qui étaient en mauvaise santé, qui étaient assis sur leur canapé toute la journée, qui comptaient sur la chirurgie pour tout sauver, finalement de un ils récupéraient moins bien et en fait ils avaient des récidives. Et en fait il s'est rendu compte que malheureusement
mais il n'était pas vraiment aligné avec ses valeurs à lui. Lui, on voit qu'il a une chaîne YouTube sur laquelle il parle de nature, de relaxation, de bien-être. Et en fait, c'est vrai que je trouve qu'il a raison en fait au fond, parce que souvent, on va essayer de traiter les choses, mais déjà de un, ça se passe beaucoup plus par la prévention en amont. Et en fait, même le fait d'opérer, si les gens sont dans un mauvais schéma mental, etc., etc., ça va beaucoup moins bien se passer. Et donc voilà, il explique qu'il est en train de se rendre compte que ça perd du sens pour lui, et au fur et à mesure des années, jusqu'au jour où ça devient trop difficile pour lui, en fait, même s'il gagne beaucoup d'argent. En fait, évidemment, on est tous un petit peu attirés par l'argent, plus ou moins, hein, bien sûr. Il y a des seuils à partir desquels on a, entre guillemets, moins besoin d'argent. Évidemment, si on gagne 1500 euros et qu'on a du mal à finir les fins de mois, évidemment, gagner 5000 euros, ça va vraiment nous améliorer notre vie. Mais je pense qu'à partir d'un certain seuil, là, entre gagner, par exemple, lui gagne 1 million par an, c'est sûr que même s'il gagne que 200 000 euros par an, c'est déjà largement suffisant. Et donc, il explique qu'il se pose la question de faire soit une pause, soit de travailler vraiment, entre guillemets, à mi-temps. Voilà. Et en fait, sa femme, qui ne travaille pas dans le médical, qui le comprend totalement, lui dit, écoute, pourquoi tu n'arrêterais tout simplement pas si tu te sens aussi mal, et voilà. Et en fait, lui, il dit qu'il n'était pas spécialement prêt à ça, qu'il n'était pas... peut-être qu'au fond de lui, c'est ce qu'il voulait, mais il n'était pas prêt à arrêter complètement. Et donc, il explique qu'il va voir son hôpital. Évidemment, c'est difficile à dire concrètement la vérité sur pourquoi il a envie d'arrêter, mais il dit qu'il a besoin de faire une pause, et donc il aimerait arrêter son travail. Il dit qu'il a dû attendre entre guillemets 8 mois de plus pour pouvoir, pour que l'hôpital trouve un autre neurochirurgien pour le remplacer. Donc voilà, il finit ses 8 mois et ensuite il quitte complètement son travail, et il va se retrouver en fait, finalement, lui il explique dans son titre qu'il est au chômage, unemployed, et donc il arrête son métier et il part dans les montagnes tout seul avec sa femme et son chien pour pouvoir profiter de la nature et en fait se reposer, reprendre contrôle sur sa vie, parce qu'il avait des gardes, parce qu'il travaillait beaucoup et qu'il avait pris du poids, etc., etc., et qu'il se sentait moins bien dans sa vie. Et donc voilà un petit peu l'histoire de de ce gars-là qui décide de tout plaquer pour finalement se retrouver et être plus aligné avec ses propres valeurs. Et en fait, l'histoire et le premier enseignement de cette vidéo, c'est que déjà de 1, l'argent ne fait pas tout, évidemment, c'est essentiel à comprendre. Évidemment, quand on gagne très peu et qu'on est en dessous de ses moyens vitaux, qu'on ne peut pas manger ce qu'on veut, qu'on ne peut pas faire attention à sa santé, qu'on ne peut pas faire attention à soi, évidemment que ça va être nécessaire, mais c'est pas parce qu'on gagne énormément d'argent. Si on fait quelque chose qui ne nous correspond pas, malheureusement, en fait, ça va dépendre des personnes. Il y en a pour qui ça va être tellement important l'argent que ils sont prêts à tout. Il y en a pour qui le fait d'avoir du sens, de faire des choses qui ont vraiment du sens, et aussi dans un quotidien dans lequel on se sent bien. Moi, je me rends compte là actuellement en tant qu'interne, quand on est interne, on a quand même pas mal d'heures. On va y revenir juste après dans la vidéo, mais récemment, j'ai pu commencer les remplacements. Et en fait, avant, j'avais 1, 2, 3 demi-journées pour pouvoir, entre guillemets, ne pas travailler, faire ma chaîne YouTube, aller faire du sport, etc., etc., prendre du temps pour moi. Et ces derniers temps, j'ai pu commencer les remplacements, et c'est vrai qu'au début, je me suis un petit peu emballé, entre guillemets, et du coup, j'ai pris beaucoup de remplacements, et toutes les demi-journées que j'avais pour pouvoir me reposer en dehors de mon temps à l'hôpital, je les ai utilisées pour pouvoir faire des remplacements. Donc effectivement, ça m'a fait un bon revenu supplémentaire, mais on va en parler juste après. Mais finalement, là actuellement, je ne vais pas dire que je regrette mon choix, c'est bien d'explorer des voies pour aller un petit peu dans l'extrême et ensuite réajuster, mais le fait de n'avoir aucun temps libre, de rentrer chez soi le soir lessivé parce qu'on a travaillé 10 heures par jour pendant 5 jours par semaine, et qu'on doit aussi travailler le week-end, ça commence à être pesant. Et donc voilà, je vais revoir un petit peu mon emploi du temps. Je vais finir évidemment les remplacements que j'ai à faire, mais ça m'a fait réfléchir aussi à ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'argent qu'on va gagner au travail ne veut pas tout dire si ça n'a pas de sens pour nous. Et on pourrait se dire, oui, il est neurochirurgien, il est médecin, il apporte énormément de valeur aux gens, il va soigner les gens, bien sûr, mais si ce n'est pas dans les conditions optimales et dans notre philosophie de vie, ça peut, même ce genre de métier-là, peuvent avoir peu de sens. Et c'est pareil, moi j'ai des amis qui ont fait des écoles de commerce, qui ont fait de grandes écoles de commerce sur Paris, et en fait, ils se rendent compte que le métier qu'ils font, il a peu de sens. C'est du métier, par exemple, dans du conseil en stratégie, dans de la fusion-acquisition. Ce sont des métiers dans lesquels on gagne énormément d'argent, bien sûr, mais ils ont l'impression de ne pas vraiment avoir du sens pour la société, que ce sont des choses un petit peu, pas obscures, mais un peu abstraites, et que c'est bien de donner, de réussir à faire grossir des sociétés, à faire gagner de l'argent à des sociétés, mais si on ne voit pas l'impact direct, finalement, c'est assez compliqué. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu
cette crise de sens et je peux totalement le comprendre. Et en fait, moi, dans mon métier en radiologie, parfois je ressens un petit peu la même chose dans le sens où, hop, je vais me remettre un petit peu sur les notes que j'ai prises pour cette vidéo, mais je me rends compte que parfois en fait, et c'est ce qu'il explique lui aussi dans sa vidéo, c'est que malheureusement la médecine actuelle est plus axée sur le soin que sur la prévention. Parce qu'évidemment un hôpital qui va avoir des blocs opératoires, ça va coûter des millions d'euros pour créer les blocs opératoires, etc. Il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne, c'est comme ça. Et donc, l'argent perçu par l'hôpital, perçu par le système de soins est fait pour qu'on soigne les gens. Et pas, entre guillemets, pour la prévention, parce que si un chirurgien est payé des centaines de milliers d'euros par mois, ou même des dizaines de milliers d'euros par mois, et que lorsqu'il va faire une opération, ça va rapporter 50, 60, 70 000 euros à l'hôpital, et que lorsqu'il va voir un patient en consultation et qu'il va lui dire monsieur, ça ne sert à rien d'opérer, il suffit que vous mangiez des légumes, que vous fassiez du sport régulièrement, que vous arrêtiez de boire de l'alcool, fumer et que vous vous mettiez à faire un petit peu de méditation et que vous soyez mieux dans votre vie, ça va vous permettre de résoudre vos soucis. Finalement, l'hôpital ne va rien gagner. Et en fait, c'est malheureux parce que ce système-là n'encourage pas la prévention au maximum. Et on va en parler juste après, c'est un petit peu la réalisation que moi j'ai eue ces derniers temps et c'est pour ça que j'ai envie de changer un petit peu de stratégie de contenu, de parler plus de prévention via même le contenu court. J'avais dit sur ma chaîne que je ne faisais pas de contenu court parce que ce n'était pas un contenu qui me parlait, mais si on veut toucher un maximum de personnes, notamment dans cette sphère de la prévention, je pense que c'est la meilleure alternative. Voilà, donc on ouvrira ce volet un petit peu juste après, mais tout ça pour dire que effectivement, le système n'est pas toujours adapté à ce genre de pratique et donc voilà, nous c'est pareil, quand on va faire un examen, en radiologie, on va avoir des patients qui sont malheureusement déjà, j'ai envie de dire, presque trop malades. Et en fait, il y a beaucoup de pathologies qui, on va dire par exemple la cirrhose hépatique, une fois que le patient est déjà cirrhotique, c'est bien de réussir à ralentir le processus, etc., etc. Mais les efforts qu'on va donner pour ralentir ce processus sont beaucoup plus importants que si on agissait en amont. Et en fait, évidemment que cette médecine de soins, lorsqu'il y a des stades avancés de la maladie, a toute sa place, mais je pense que, moi je le vois en école de médecine, à la faculté de médecine, on ne nous a pas suffisamment appris et suffisamment mis l'accent sur ce côté prévention, parce que c'est bien d'apprendre la physiopathologie, d'apprendre les processus et les traitements, les chimiothérapies, les lignes de traitement avancées, etc., etc. Mais en fait, moi ce que je me rends compte, et c'est fou, mais c'est beaucoup plus simple d'agir sur la prévention et sur des choses qui sont élémentaires et qui sont finalement extrêmement simples. Et on fait des études pendant 20 ans pour trouver des molécules extrêmement poussées pour le diabète, etc., etc. On fait des études cliniques qui coûtent des milliards et des milliards d'euros, mais des actions de prévention simples, des éléments qui pourraient se tenir sur un seul post Instagram. Voilà, par exemple, quelqu'un qui fait de l'activité physique régulièrement, qui fait au moins 5000 pas, qui marche, qui n'est pas sédentaire, qui prend les escaliers à la place de prendre l'ascenseur, qui fait au moins une demi-heure de marche, ou bien un petit peu de renforcement musculaire, que ce soit du vélo, que ce soit de la musculation, que ce soit du pilate, que ce soit du gainage, qui fasse ça régulièrement au moins 5 fois par semaine, ensuite qui arrête de manger trop en quantité, qui mange de la moins de quantité d'aliments en termes de calories, mais qui mange de meilleures calories en mangeant des légumes qui ne sont pas transformés, qui mange un apport de protéines qui soit correct, pas beaucoup de sucre transformé, pareil des graisses qui ne sont pas transformées, donc des produits qui sont simples. Et en fait c'est ça, moi, ma vraie constatation, c'est que les règles pour réussir à être en bonne santé sont extrêmement simples et on arrive à une médecine qui est extrêmement complexifiée. Mais on pourrait agir beaucoup plus facilement sur les pathologies. Et effectivement, parfois, les choses sont plus complexes. Parfois, il y a des maladies qui arrivent et qu'on ne peut pas prévenir. Évidemment qu'on a besoin de faire toutes ces avancées sur la médecine. Mais mon constat, même si je n'ai que quelques années de médecine, quelques années de radiologie, je vois énormément de patients en scanner, en IRM. Et on se rend compte en fait que la plupart des pathologies que les gens ont, les pathologies coronaires, les pathologies diabétiques, les pathologies hépatiques, énormément de pathologies, les pathologies cancéreuses du poumon, etc., etc. Mais finalement, ce sont des pathologies totalement évitables par des éléments qui sont extrêmement simples. Mais en fait, moi je trouve, c'est mon avis personnel, parfois ça peut aller un petit peu à contresens de ce qu'on va nous apprendre, mais moi j'ai envie de partager cette vision-là de manière la plus honnête possible. C'est qu'on ne nous inculque pas assez ça dans les études de médecine, et pareil, au niveau des patients, ce n'est pas assez inculqué. Voilà, et en fait on se retrouve avec un système qui est trop axé sur le soin
et où les gens ne prennent pas assez les responsabilités. Parce qu'effectivement, c'est plus simple de dire ne vous inquiétez pas, on va tout prendre en charge, on va s'occuper de tout et vous allez guérir. Mais la vérité, c'est que ça ne marche pas comme ça. Si un patient a envie de guérir d'une pathologie, s'il a envie de ne pas avoir une pathologie, il va falloir qu'il prenne sa santé en main et que sa santé devienne sa priorité. Et moi, en fait, j'ai eu ce constat-là il y a quelques années. J'ai toujours eu une appétence pour la santé. D'être en bonne santé. Je me suis rendu compte que c'était presque le plus important pour moi, voire c'est le plus important pour moi. Je me suis imaginé 50 ans plus tard, 40 ans plus tard, je me suis dit voilà, j'ai travaillé toute ma vie, entre guillemets, imaginons que j'ai réussi à faire fortune, j'ai des millions et des millions sur mon compte en banque, et en fait, j'ai une maladie grave parce que j'ai pas eu le temps de me soigner, parce que j'ai fumé, parce que j'ai voulu évacuer le stress que j'ai au travail, j'ai bu de l'alcool parce que j'étais tout seul, parce que je faisais que travailler. Voilà, je me suis imaginé le scénario où en fait la plupart des gens se retrouvent à fumer, à ne pas avoir le temps de faire du sport, ne pas avoir le temps d'avoir des relations sociales de qualité. On parlera un petit peu de ces 10 fondamentaux, les 10 commandements pour être en bonne santé. J'ai travaillé ça pour vous le partager, mais donc voilà, imaginons, je me suis imaginé 50 ans plus tard à travailler toute ma vie comme un fou pour réussir et finalement en fait je tombe malade, soit j'ai un cancer, soit j'ai un accident, soit j'ai quelque chose de grave. Et en fait je me suis rendu compte que même si j'avais des millions sur mon compte en banque, le plus important pour moi est d'être en bonne santé et de vivre longtemps en bonne santé. Et en fait c'est là où je me suis dit ok, même j'ai pas besoin d'avoir des millions pour faire attention à ma santé parce que ma réalisation est très simple. Pour être en bonne santé, les actions à mettre en place sont extrêmement faciles, peu coûteuses et simples. Ceux qui suivent sur les réseaux sociaux, il y a un Américain qui est assez connu, qui est en train de se faire connaître ces derniers temps, qui s'appelle Brian Johnson, qui dépense des millions par an pour être, entre guillemets, l'homme qui va vivre le plus longtemps. Il fait de la thérapie génique, il a, je ne sais pas, 100 compléments alimentaires, il fait des examens tous les jours. Donc on n'est pas obligé d'être dans cet extrême pour vivre longtemps en bonne santé, mais ce sont des choses qui sont extrêmement simples et je vais vous les partager juste après. Voilà, donc ma constatation elle est là, elle est que vivre en bonne santé c'est le plus important. De pouvoir passer du temps avec sa famille, de passer du temps avec les gens qu'on aime, avec ses amis, avec ses proches, passer des moments de qualité et vivre en fait des éléments de la vie qui sont simples, partir en nature, profiter de la nature, profiter de faire de l'activité physique, profiter de moments, de passer des Noëls en famille, de passer des anniversaires et finalement avoir aussi du temps libre pour faire ce qui est important pour nous et avoir le temps de réfléchir à qu'est-ce qui est important pour nous. Et en prenant du recul, je me suis rendu compte que pour moi, c'était ça le plus important, c'était de 1, vivre en bonne santé et de 2, partager sur les réseaux et partager cette vision aux gens. Parce que je me rends compte que les réseaux ont l'avantage de pouvoir transmettre des messages à un grand nombre de personnes, transmettre la philosophie. Et quand je vois certaines chaînes, on en reparlera pareil juste après, mais je vois certaines chaînes actuellement qui sont en train d'exploser, des chaînes d'IA où il n'y a même pas de médecins, il n'y a même pas de personnes derrière réelles qui parlent, et il y a énormément de gens qui suivent, parfois des millions d'abonnés. Je me dis, c'est pas possible que je ne puisse pas partager ma vision en ayant de l'impact avec un tel message. Donc voilà, ma constatation elle est simple, c'est malheureusement, les gens sont de plus en plus malades. Oui, l'espérance de vie a augmenté, mais c'est aux dépens d'une espérance de vie en bonne santé. Voilà, c'est une espérance de vie, moi je vois à l'hôpital, c'est malheureux, mais l'avantage de travailler dans l'hôpital où on voit beaucoup de gens malades, c'est qu'on se rend compte de la réalité des choses. Il y a des gens qui ont 80 ans, mais qui sont alités, qui ont mal, qui ont des maladies, qui ont 10 médicaments à prendre tous les jours. Pour moi, c'est pas ça vivre longtemps. C'est pas ça vivre longtemps. Si c'est pour vivre 90, 100 ans dans ces conditions-là, ça sert à rien. Et voilà, et bien sûr que c'est beau de pouvoir soigner les gens grâce à la médecine, mais il faut que ça puisse être pas aux dépens de tout, pas aux dépens d'une vie en bonne santé. Et les actions à mettre en place pour avoir cette vie en bonne santé sont finalement assez simples. Et je pense que la médecine devrait être plus réservée aux cas qui sont plus rares, plus graves. Évidemment que là, moi, quand je travaille au scanner et qu'on a un patient qui va avoir un polytraumatisme parce que malheureusement il a eu un accident sur la route, il y a des choses comme ça, il a eu un arrêt cardiaque, il a eu un AVC. Évidemment que c'est magnifique de pouvoir le sauver et de pouvoir lui redonner des chances. Mais le travail, ça c'est le travail qui devait être plus ponctuel. Et le travail de tout médecin, le travail de toute personne se fait bien en amont et est un travail de responsabilité personnelle de chacun. Et moi, ma responsabilité en tant que médecin, c'est d'essayer de partager cette vision-là parce que je trouve qu'à mon goût, elle n'est pas assez partagée. Et ces derniers temps, je suis beaucoup
de plus en plus de médecins, d'influenceurs santé dans ce sens-là. Notamment, il y a le docteur qui est bien plus connu que moi, bien sûr, Jimmy Mohamed, qui parle de ça, qui parle de la prévention. Là, j'ai acheté son livre, je le lis, c'est hyper intéressant, il parle de ça. Et je trouve que c'est cool parce qu'il n'a pas peur de dire qu'effectivement, moi, dans les premières pages du livre que j'ai lu, il dit qu'en tant que médecin généraliste, il a l'impression que son métier perd du sens parce que finalement, il arrive beaucoup moins quand il est en consultation, c'est plus faire des certificats, faire des ordonnances, soigner des rhumes qui n'ont pas qui ne mériteraient même pas qu'il y ait des consultations chez le généraliste. Et donc, c'est pour ça que lui, il fait des vidéos sur les réseaux, c'est pour ça qu'il fait des chroniques sur RTL, etc. etc. C'est parce qu'il se rend compte que son métier au quotidien, juste de consultation de médecin, évidemment qu'il a du sens partiellement, mais il perd de plus en plus de sens. Et pour lui, et c'est la même chose que moi, ce que je pense, c'est que ce qui va avoir le plus d'impact, c'est de partager une vraie vision grâce au réseau. En fait, c'est ça l'important, c'est de partager sa vision au plus grand nombre de personnes. Et c'est ce que j'ai envie de faire sur cette vidéo, mais également sur ma chaîne à l'avenir. Et en fait, je me suis dit, si demain, j'avais pas besoin de travailler, si demain, j'avais plus besoin d'argent, ou si demain je voulais avoir le métier qui ait le plus d'impact possible, je me rends compte que le plus important pour moi et pour l'humanité, c'est d'être en bonne santé. Bien sûr que c'est bien d'avoir des avancées technologiques, bien sûr que c'est bien d'avoir l'IA qui avance, bien sûr que c'est bien d'avoir les voitures, etc., etc. Mais pour moi, et c'est là où je me rends compte que, sans le savoir, parce qu'on en reparlera quand j'ai choisi médecine, quand j'étais au lycée, je pense que je j'avais pas la vision encore, cette vision-là, et je pense que j'ai choisi un petit peu médecine sans trop le savoir. J'étais pas ce genre de personne qui dit que depuis qu'il a 5 ans, il veut devenir médecin. J'ai choisi médecine parce que j'étais intéressé par le fonctionnement du corps humain, parce que c'était une filière qui m'allait bien, et aussi j'avais des potes qui allaient en médecine, donc je me suis pris au jeu, je suis parti en médecine, j'ai réussi le concours, j'ai fait les années, ça m'a intéressé et ça s'est très bien passé, mais j'ai eu cette réalisation ces dernières années que en fait j'ai pris la bonne décision. Non pas parce que, enfin, j'ai pris la bonne décision parce que déjà le fait d'être médecin, on va pouvoir partager l'importance de la santé et je me rends compte que pour moi la santé c'est le plus important et si je voulais avoir le plus d'impact possible et si à la fin de ma vie je me disais je suis fier de moi, c'est j'ai pu impacter positivement un grand nombre de personnes sur cette philosophie-là et si j'ai pu faire changer un petit peu les pensées générales, de prendre soin de soi, de prendre responsabilité de sa santé et de se sentir concerné et de ne pas tout déléguer au médecin. En fait, moi, c'est ça aussi des fois que je trouve dommage, c'est qu'on délègue tout au médecin, on pense qu'on va aller chez le médecin et que tous nos problèmes vont être résolus, on va faire une prise de sang, on va voir ce qui ne va pas. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe. Nous sommes, c'est les propres personnes qui savent qu'est-ce qui peut être bon pour eux. Et les gens, au fond, ceux qui fument, ils savent que c'est pas bon de fumer. Les gens qui boivent de l'alcool, ils savent que ce n'est pas bien de boire et que c'est en train de juste cacher ou soigner, enfin soigner, oui, cacher un problème bien plus profond. Et donc voilà, il y a un travail à faire. Il y a une responsabilité à avoir. Et moi, ma responsabilité, c'est de parler de ça. Parce que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant que l'industrie agroalimentaire, avec le sucre, le tabac, l'alcool, sont là uniquement pour faire du profit. Et c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup d'industries comme ça où l'argent va dominer les choses. Et même si, par exemple, moi j'ai envie de le dire, voilà, Kinder, c'est une entreprise qui fait de la tuerie en masse. Parce que tous les sucres, tout ce que c'est donné, malheureusement, ça tue plus de personnes que ce que ça apporte de bonheur. Et c'est quelque chose qui est assez insidieux, on ne s'en rend pas compte. Et voilà, et en fait, moi je pense qu'effectivement, les gens ne se rendent pas assez compte. Donc ma responsabilité à moi, c'est de parler de ça au plus grand nombre de personnes. Et ensuite, une fois que les gens se sont rendus compte, entre guillemets, de la mascarade, et de de l'impact que ça peut avoir sur eux, c'est pas au médecin de tout... de devoir tout gérer, c'est aux personnes de récupérer en partie cette responsabilité-là. Le médecin va pouvoir, et c'est ce que j'ai envie de faire moi, de pouvoir partager des actions simples à mettre en place dans sa vie pour se sentir mieux. Mais une fois qu'on sait ce qu'il faut faire et pourquoi il faut le faire, maintenant c'est aux personnes, aux individus de prendre cette responsabilité et de les mettre en place dans sa vie. Parce que c'est une responsabilité qui est commune. On ne peut pas espérer que... En fait, moi j'ai l'impression que le fait de faire n'importe quoi, de boire de l'alcool, de fumer, de manger n'importe quoi, en fait c'est un acte égoïste parce que on le sait maintenant, les études ont prouvé que de ne pas faire d'activité physique, de rester toute la journée sur son canapé, de manger des graisses saturées, de manger transformé, de fumer, de boire, ça va amener à des AVC, à des infarctus du myocarde, à des maladies, à du diabète, à des hospitalisations, à des complications. Et en fait, ça
pousse le système de soins à être complètement engorgé, ça pousse le système de soins à être en difficulté. Et en fait, oui, on dit qu'il y a beaucoup de dettes dans le système de santé, etc., que c'est compliqué, que les médecins sont sous-payés, etc., etc. Mais s'il y avait moins de travail à l'hôpital, plus de travail en médecine de ville pour de la prévention, des choses qui sont simples à mettre en place, le système serait moins essoufflé. Alors peut-être que la solution n'est pas aussi simple que ça, mais je me rends quand même compte qu'on pourrait bien facilement améliorer grandement le système si on changeait un petit peu la philosophie par rapport à ça. Voilà, donc l'idée c'est de responsabiliser les gens et en leur dévoilant la vérité, sans filtre, en expliquant clairement les choses et de donner des actions simples à mettre en place. Et c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai travaillé récemment sur les 10 commandements d'une vie en bonne santé. Et à partir de là, on va pouvoir changer un petit peu la perception des choses, mettre en place ça. Je pense que ça va être un travail extrêmement, enfin pas extrêmement long, mais c'est un travail qui va prendre du temps. Mais j'ai envie de le mener, j'ai envie de mener ce combat tout simplement parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important. J'ai envie de faire mon métier de radiologue, j'ai envie d'apporter de la valeur avec mon expertise médicale, etc. Mais tout ça, en fait, toute cette expertise médicale, tout ce côté vraiment intéressant de la médecine, détecter des pathologies, savoir les soigner, n'a aucun sens si il n'y a pas de travail en amont de prévention, de mise en garde et de responsabilité individuelle. Parce que sinon, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On se repose sur le système de santé et on se laisse aller et on attend que la médecine nous sauve. Mais on se rend compte que ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche partiellement, mais on ne peut pas compter que sur ça. C'est par exemple, on le voit, imaginons, je vous prends un exemple, je ne sais pas, alors c'est peut-être plus compliqué que ça, mais une cirrhose, si il n'y avait évidemment que trouver des vaccins contre l'hépatite, réussir à la détecter précocement, mettre en place des tips, c'est génial, ça permet de soigner, de ralentir la cirrhose, mais le plus important est d'essayer d'arrêter l'alcool en amont, d'éviter d'avoir les hépatites, de ne pas avoir les cirrhoses, ce qu'on appelle NASH. Donc les cirrhoses NASH, ce sont les cirrhoses qui sont dues à un surpoids, un excès de graisse, etc., etc. Si on travaille en amont là-dessus, j'ai envie de dire, évidemment que c'est bien de savoir soigner des varices œsophagiennes, que c'est bien de savoir mettre en place des tips pour les hypertensions portales, etc., etc., pour quelques patients, mais ça deviendrait de moins en moins utile, entre guillemets, à moins de personnes si on travaille en amont parce que c'est beaucoup plus simple de traiter ça en amont que une fois que la pathologie est installée. Et voilà. Et en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas guérir d'une cirrhose. Une fois que le processus de cirrhose est lancé, que le foie est dans un processus d'autodestruction presque et de dégradation, on peut ralentir, essayer de presque stopper, mais difficilement, mais on ne peut pas inverser le processus et on restera, entre guillemets, malade toute sa vie de la cirrhose. Alors que on peut bien évidemment le prévenir et en fait j'ai envie de dire évidemment à part certains patients, évidemment les patients qui sont nés en Afrique et qui n'ont pas eu de chance parce que en fait ça a été transmis dès la naissance. Évidemment que là, la cirrhose est difficile à traiter dans ces moments-là, mais on peut essayer de la détecter, de la traiter en amont. Ça, voilà, ça c'est ce qui est beau dans la médecine, mais il va falloir mettre en place tout un système de prévention avant pour éviter ce genre de pathologie. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais le cancer du poumon, c'est pareil, le tabac, c'est extrêmement simple. La seule mesure à faire, c'est bien de vouloir mettre en place des chimiothérapies, mais il faut simplement juste arrêter de fumer. Et c'est aussi simple que ça. Alors, j'ai envie de dire, oui, c'est pas si facile d'arrêter de fumer. Mais c'est pour ça qu'il y a une prise en charge aussi globale, parce que souvent les gens vont fumer parce qu'il y a des choses derrière. Donc soit il y a des choses du stress, soit il y a un mal-être dans sa vie, un mal-être au travail, et également une mauvaise gestion de l'addiction. Moi, je me suis intéressé, j'ai 2 livres là dans ma bibliothèque. Même si je n'ai jamais fumé, j'ai lu un livre sur comment arrêter de fumer pour essayer de comprendre la psychologie de l'addiction. J'ai fait exactement pareil avec l'alcool. Comme tout étudiant en médecine, comme tout étudiant et comme tout jeune de 18 ans, je me suis mis à boire juste en soirée. Je n'ai jamais été accro à l'alcool, mais je me suis rendu compte que c'était néfaste pour ma santé. J'ai pris le temps de comprendre pourquoi je buvais, pourquoi ça n'était pas bénéfique pour moi. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu ce livre-là et j'ai mis en place les actions et maintenant je ne bois plus depuis 4 ans. Donc tout ça pour dire que bien sûr que c'est possible et il faut prendre responsabilité. J'ai pris cette responsabilité-là. Je me suis dit, ok, je me rends compte que ça donne des effets négatifs sur mon corps. Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter? Comprendre la psychologie derrière, lire des ouvrages sur ce sujet-là et ensuite mettre en place.
Et voilà, et depuis ça fait 4 ans que j'ai arrêté de boire, je suis fier de moi. Là, je me suis rendu compte, pareil, récemment dans un livre, que malheureusement, consommer, hop, je regarde si la vidéo tourne, c'est bon, que consommer du sucre, c'était très mauvais, enfin du sucre blanc, c'était mauvais pour la santé. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai essayé de réduire ma consommation de sucre, j'ai essayé d'appliquer, j'ai lu un livre sur les effets du sucre et sur comment réguler plus facilement sa glycémie. Et voilà, j'ai vu qu'il fallait essayer de manger plus de fibres, plus de légumes en début de repas avant d'assimiler les glucides, de ne pas manger des glucides seuls, de ne pas en manger en trop grande quantité et d'essayer de limiter un maximum. Et voilà, et pareil, ça fait 4-5 mois que je mange beaucoup moins de sucre et je me sens beaucoup mieux dans ma vie. Et probablement que ma glycémie, j'aurai beaucoup moins de chances d'être diabétique, ma glycémie se sentira beaucoup mieux et je vivrai en meilleure santé beaucoup plus longtemps. Et donc voilà, je pense qu'il faut se responsabiliser, comprendre les choses et s'informer sur ces sujets-là. Et en fait, quand on a envie personnellement d'avoir une bonne santé et que on ne mise pas tout sur les plaisirs éphémères, parce que c'est ça aussi le problème, c'est on mise tout sur les, enfin pas on mise tout, mais la plupart des gens sont trop axés sur les plaisirs éphémères. Oui, c'est sûr que manger une mousse au chocolat, ça donne plus de plaisir sur l'instant que de manger du quinoa. Mais en fait, sur le long terme, moi, j'ai pas dit que je ne mangeais plus jamais de mousse au chocolat, j'ai pas dit que je ne mangeais plus jamais de gâteau. Mais ça doit être exceptionnel, ça doit être réservé à quelques occasions. Et la plupart du temps, au quotidien, je fais attention à ma santé. Et c'est comme ça que je me sens mieux au quotidien de 1. Parce que penser qu'avoir du plaisir tout le temps, ça nous rend heureux, c'est totalement faux. Les gens sont de plus en plus malheureux, les gens sont de plus en plus obèses, sont de plus en plus diabétiques. Et voilà, et ce n'est pas en développant des médicaments de dernière technologie pour le diabète qu'on va soigner ça. Il faut soigner, rendre le problème à la racine, changer son mode de vie. Et voilà, j'essaierai de faire des vidéos un petit peu dédiées sur ça, mais c'est pareil, le concept de régime, de se dire ah oui voilà pendant 2 mois je vais manger tel ou tel régime, ça ne fonctionne jamais, on le voit, c'est des choses qui ne fonctionnent pas, il faut essayer d'être en fait de changer totalement sa mentalité, son mode de vie, ses habitudes alimentaires et avoir envie de prendre soin de soi. Et moi en fait j'ai l'impression que tout découle de cette simple constatation que j'ai eue il y a quelques années d'avoir envie profondément d'avoir reconnaissance de son corps et d'avoir envie d'en prendre soin. Et quand on part de cette simple constatation, quand on a envie de prendre soin de son corps, les choses découlent naturellement. Là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Oui, c'est sûr que de temps en temps, j'ai envie de me faire plaisir, manger quelque chose, mais avant toute chose, j'ai envie de prendre soin de mon corps. Et quand on prend soin de son corps, on a envie de lui donner des bons nutriments. On a envie de manger bio, si on peut se le permettre. On a envie de faire un petit peu d'activité physique. On a envie de se sentir pas maigre, mais fin, d'être fier de soi. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Et voilà, et c'est pareil quand on a envie de prendre soin de son corps, quand on se rend compte des effets négatifs de l'alcool, on n'a plus envie d'en ingérer, on se rend compte que c'est un poison, on n'a pas envie de boire encore de l'alcool. Quand on a envie de prendre soin de son corps, on n'a pas envie de fumer parce qu'on sait que ça détruit notre corps. Oui, ça peut donner du plaisir sur le court terme, mais ce n'est là que pour combler un mal-être plus profond. Et si on ne travaille pas sur ce mal-être profond, qui peut être le stress au travail, l'ennui, des choses comme ça, ben finalement on ne va jamais réussir à s'en sortir. Et moi, le message que j'ai envie de passer aussi, c'est que il y a déjà énormément de personnes qui ont réussi à s'en sortir. Combien de personnes ont réussi à arrêter de fumer? Combien de personnes ont réussi à arrêter de boire? Combien de personnes ont réussi à maigrir? C'est possible. Et j'ai envie de donner ce message d'espoir, de dire que évidemment on peut prendre sa vie en main, on peut reprendre le contrôle, il faut avoir envie de prendre soin de son corps, il faut avoir envie de vivre en bonne santé et ensuite de travailler sur ces problèmes profonds. Et en fait, malheureusement, quand on passe trop de temps sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi ce problème-là, quand on passe trop de temps sur les réseaux, qu'on passe trop de temps à tout le temps stimuler son cerveau, on n'a jamais le temps de prendre du recul et de prendre du temps sur soi-même. Et c'est ça aussi un problème qui est profond, c'est que les gens ne prennent jamais le temps de prendre ce temps-là, ce recul-là pour penser à « Ok, là, je suis en train de boire, je suis en train de fumer. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi ? Parce que je suis au travail et en fait je me rends compte que j'ai un travail qui me saoule. Pourquoi je suis en train de me gaver de fast-food, de friandises, etc. Parce que je ne me sens pas bien dans ma vie, etc. etc. Et en fait, il faut évidemment qu'il peut y avoir des professionnels de la santé, des psychologues, des psychiatres qui peuvent vous aider à faire ça. Mais c'est pareil, ça vient aussi de soi-même. On ne peut pas aider quelqu'un si la personne de 1 n'en a pas envie, si elle ne prend pas réalisation et si elle ne prend pas responsabilité de tout ça. Donc c'est un petit peu un mélange de tout qui fait qu'il faut vraiment prendre responsabilité, avoir envie de prendre soin de soi et se rendre compte de tout ça. Et en fait, quand on est dans ce processus-là, ça ne vient pas du jour au lendemain. Moi, je n'ai pas arrêté du jour au lendemain à
ne pas fumer, bien manger, bien dormir, ne pas boire, boire de l'eau, etc., etc. Ce n'est pas venu du jour au lendemain, mais c'est un processus qui va mettre du temps et il faut apprécier ce processus-là pour mettre en place au fur et à mesure des années des meilleures habitudes de vie. Voilà, donc voilà un petit peu la constatation par rapport à cette vidéo-là. Et oui, effectivement, je comprends totalement et c'est bien qu'il y ait des gens comme ça, comme lui, comme cet Américain qui gagnait $1 million par an et qui a décidé de tout arrêter parce que ça n'avait pas de sens pour lui. Il opérait des gens, mais finalement les gens avaient plus mal qu'avant, ça n'a pas changé grand-chose et en fait il était là juste entre guillemets pour faire tourner le bloc opératoire de l'hôpital. Et c'est courageux de l'avoir fait, c'est courageux. Moi j'ai envie de prendre le problème un petit peu différemment et d'utiliser le levier d'être médecin pour pouvoir partager ces idées-là. Parce qu'effectivement ça donne plus de crédibilité et c'est pour ça où je suis très reconnaissant d'être dans ce milieu-là parce que ça me passionne et je me rends compte qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a un vrai paradoxe et souvent les idées, les changements viennent d'une réalisation un peu paradoxale et il y a beaucoup de choses qui se font comme ça. Donc voilà, moi j'y crois dur comme fer, j'ai envie de partager ça au maximum et je pense que s'il y a une conscience collective qui s'élève, on peut accomplir beaucoup de choses. Voilà, donc on va voir ensemble justement les 10 commandements d'une vie en bonne santé. C'est un petit peu, j'ai essayé de travailler sur les 10 commandements. Donc hop, on va retourner dessus, tac tac tac, ils sont là, les 10 commandements d'une vie en bonne santé. Où sont-ils les amis? Voilà, ils sont là. Donc hop, alors attendez, ils sont... Voilà, donc ça c'est les 10 commandements d'une vie en bonne santé. J'ai essayé de les résumer sous 10 axes simples à mettre en place. Et ça va être un petit peu... les fondamentaux de ma philosophie. C'est ce que moi je mets en place au quotidien et je vais essayer de partager du contenu sur... Je vais garder cette chaîne plutôt pour le contenu pour les étudiants parce que je suis en train de créer un logiciel d'IA pour aider les étudiants en médecine à réussir leurs études. Je partage plein de contenu sur des astuces de révision, plein de choses comme ça. Il y a déjà 150 vidéos sur la chaîne. J'ai partagé beaucoup de contenu mais j'ai envie de continuer pour pouvoir apporter de la valeur dans ce milieu des études de médecine. Et je disais que j'avais pas envie de faire du contenu short parce que c'était un contenu que je ne partageais pas, mais je me rends compte que la plupart des gens sont sur les contenus short et que si maintenant que j'ai réussi à trouver vraiment le message qui a du sens pour moi et je vais continuer à le travailler, maintenant que j'ai compris ce que j'ai envie de partager, en fait ça me paraît naturel d'essayer de le partager au plus grand nombre parce qu'une vidéo YouTube, de faire 1 million, 2 millions de vues, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Soit c'est une vidéo extrêmement travaillée, soit c'est une vidéo de divertissement, soit c'est une vidéo qui va exploser, mais ça va être une seule vidéo. Donc je me suis rendu compte que pour la niche que j'ai sur les études de médecine, sur les étudiants, c'est très bien la chaîne YouTube. Ça me permet d'aborder les concepts, de prendre le temps d'aborder les concepts, de vraiment rentrer dans les détails et c'est top. Et je suis content d'avoir cette chaîne et je suis content d'avoir mis l'investissement dessus parce que je vais continuer à l'alimenter. Mais pour passer des messages qui sont peut-être plus simples aussi. Il n'y a pas besoin de faire une vidéo de 45 minutes à chaque fois pour expliquer les concepts et d'avoir la capacité de toucher 1 million, 2 millions, 10 millions de personnes avec du contenu, avec un message qui pour moi a trouvé tout son sens. Les réseaux short prennent plus de sens. Je vais essayer évidemment de ne pas tomber et c'est ça que je me rends compte en fait. J'ai pas envie de tomber du tout dans le jeu des réseaux short et de faire des vidéos réactions, des vidéos trop axé sur la dopamine et vraiment d'essayer juste d'apporter la valeur avec le contenu. Évidemment, on est obligé de mettre le format qui va parce que sinon il n'y aura pas de vue, mais de trouver cet équilibre entre des vidéos qui ont vraiment du sens, d'essayer de partager mon message au plus grand nombre de personnes, mais d'utiliser ce levier des réseaux pour pouvoir finalement avoir le plus d'impact. Et en fait, demain, je me rends compte que voilà, si j'avais 10 millions d'abonnés par exemple, je serais très heureux parce que ça me permettrait de partager ce message beaucoup plus facilement, de partager ces messages de prévention. Il y a des gens qui le font déjà, mais j'ai envie de mettre ma petite pierre à l'édifice, de partager ma philosophie et voilà. Donc c'est pour ça que je vais utiliser le levier des réseaux shorts et je suis convaincu que quand je vois certaines chaînes qui explosent, et franchement, je vous le dis, tout à l'heure là, du coup, j'étais quasiment plus sur les réseaux courts, Instagram, TikTok, je regardais plus depuis plusieurs mois. Et là, je me suis remis un peu dessus justement pour voir un peu le contenu qui fonctionne. Et je me dis, mais il y a des chaînes qui sont bidons et qui ont des millions d'abonnés. Je me dis, c'est pas possible que si moi, je mets vraiment l'investissement en temps, l'investissement en qualité pour créer du contenu avec une vraie valeur ajoutée. Je vois des chaînes IA qui partagent des contenus sur la santé qui sont éclatés. Et je me dis, attends, mais c'est pas possible, c'est une IA, donc il n'y a aucune personnalité, il n'y a personne derrière et les gens regardent. Donc il faut que je sois capable de partager du contenu avec de l'impact, du sens
et qui est vraiment un humain derrière avec toute une histoire. Et je suis convaincu que si je fais ça bien, en me formant, je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire des bonnes vidéos. J'ai la caméra pour faire une bonne qualité. Je pense que j'ai les moyens de me former pour faire du contenu qui est impactant en ayant une histoire derrière. Et c'est vraiment un message qui a tellement de sens pour moi que je suis prêt à continuer des années, des années. Ça sera peut-être pas du jour au lendemain, mais je suis prêt à continuer. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision de partir dans ce sens-là. Et je suis convaincu qu'on va essayer d'apporter le plus de valeur possible. Donc partons sur les 10 commandements d'une vie en bonne santé. J'essaie de faire simple, on va aller étape par étape avec un résumé finalement du commandement plus les éléments à appliquer pour pouvoir être en bonne santé. Et à partir de là, c'est ce qui va découler des différentes astuces dans ces différents domaines-là. Donc on commence tout de suite pour arrêter le suspense. Donc premier commandement, sommeil de qualité. Évidemment, un sommeil régulier et de qualité est essentiel pour le bien-être global. Il va falloir trouver des routines de coucher, donc de sommeil qui sont saines et créer un environnement propice pour améliorer son sommeil. Le sommeil est indispensable globalement dans sa vie, c'est ce qui permet de tout réguler et donc c'est très important d'y faire attention. Il y a une dette de sommeil de plus en plus importante chez les gens, donc vraiment en numéro 1, on va dire le sommeil. Il n'y a pas d'ordre hiérarchique particulier, mais je vous donne les choses dans lesquelles j'y ai pensé. Donc numéro 1, sommeil de qualité. Numéro 2, nutrition équilibrée. Une alimentation variée, équilibrée et peu calorique est la clé d'une bonne santé. Mangez des plats qui sont équilibrés, gérez vos portions pour obtenir tous les nutriments essentiels. Évidemment, pas besoin de partir 2 heures d'explication sur l'alimentation. On sait que les habitudes alimentaires sont de plus en plus mauvaises et en fait, c'est extrêmement simple de bien manger. Légumes, quelques féculents, fibres et protéines à chaque repas en quantité qui sont équilibrées, qui ne sont pas trop saturées, pas trop de sucre, un dessert si vous voulez, un produit laitier, quelque chose mais de simple et c'est aussi simple que ça. Donc on va essayer de partager sur la chaîne des idées de recettes, des idées pour manger de manière plus simple et plus équilibrée facilement. Voilà. Donc numéro 2, nutrition équilibrée. Numéro 3, activité physique quotidienne. L'exercice quotidien est crucial pour obtenir une bonne santé physique. Intégrez différents types d'exercices dans votre routine pour atteindre vos objectifs. Donc, éléments impliqués, exercice quotidien, que ce soit dans la mentalité, donc de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, de marcher pour aller au travail, d'essayer d'être au moins à 5-6 000 pas. Bien sûr qu'on avait parlé des 10 000 pas, c'est assez connu, mais tout le monde ne peut pas y arriver. Et moi non plus, je me rends compte qu'au travail, dans mon quotidien, je ne suis pas à 10 000 pas. Donc, pas obligé d'être à 10 000 pas, mais d'être dans une philosophie de mouvement, de faire du sport régulièrement, de faire de la marche, si on peut se le permettre, dans un parc à côté de chez nous, d'aller faire un petit peu de musculation, d'aller faire du vélo d'appartement, du vélo dehors, de faire un sport, une activité physique régulièrement, au moins 3-4 fois par semaine et de prendre plaisir. Et on en reparlera dans les différentes astuces sur la chaîne, dans les différentes astuces pour ça. Mais en fait, il faut trouver une activité qui nous plaît, qui est ludique. Parce que voilà, moi ces derniers temps, c'est vrai que ça fait 10 ans maintenant que je fais de la musculation et je me rends compte que je me lasse un petit peu. Je n'ai pas dit que je vais arrêter, mais je me lasse un petit peu et j'ai envie de retrouver les sports que je faisais quand j'étais finalement au collège, au lycée. Du tennis par exemple. J'adore le tennis, c'est un sport qui est vraiment ludique pour moi. Je m'éclate à jouer au tennis et je prends plaisir à y jouer et en fait ça me dépense, donc c'est un combo parfait. Si vous faisiez du volleyball, si vous faisiez... voilà. Il faut trouver l'équilibre entre réussir à faire un sport qui nous plaît, un sport qui n'est pas trop difficile bien sûr, parce que si vous êtes fan, je sais pas, de plongée par exemple et que vous habitez à Paris, ça va être compliqué. Donc il faut trouver le bon équilibre pour trouver un sport qui nous plaît, qui nous permet de nous dépenser et qui nous permet d'apprécier le processus. Voilà. Donc numéro 3, activité physique quotidienne. Numéro 4, hydratation et consommation d'alcool. L'hydratation est vitale pour le corps, tandis que l'alcool, bien sûr, doit être évité. Buvez suffisamment d'eau chaque jour et ça va aussi avec les sodas. Donc j'ai vraiment mis le côté hydratation parce que le corps est composé à 60-70% d'eau. L'eau, c'est indispensable. L'alcool, c'est un poison. Donc j'ai vraiment essayé de regrouper ça. Donc le côté vraiment boisson, hydratation, les sodas. Mais il y a des gens, alors en France, c'est quand même assez marqué. Enfin, ça reste assez grave avec beaucoup de consommation d'alcool, de vin et aussi de soda. Hein, mais il y a des pays dans lesquels c'est encore plus dramatique. Mon objectif ultime, ce serait de pouvoir toucher le monde entier avec des vidéos et peut-être que l'utilité de l'IA sera de transformer mon contenu dans toutes les langues, par exemple, peut-être. Mais ce que je me rends compte, c'est que par exemple, vous allez au Mexique,
les mecs, ils boivent tous des sodas. Ils consomment plus de coca ou de Fanta que d'eau et c'est dramatique. Ils sont tous obèses. Enfin, c'est une catastrophe. Et on se rend compte qu'il y a une complexification du monde où les mecs, ils boivent du Fanta à longueur de journée. Ils sont accros au sucre et ils finissent diabétiques. Ils vont finir hospitalisés ou bien s'ils n'ont pas les moyens de se traiter, ils vont mourir. Alors qu'il suffit de boire de l'eau. C'est aussi simple que ça. Alors oui, il y a des pays dans lesquels il n'y a pas l'eau potable, etc., etc. Ok. Mais dans 90% des cas, et dans la plupart des gens que je vais toucher, il suffit de boire de l'eau du robinet, point barre, c'est tout. Voilà, il y a juste à boire de l'eau, arrêtez de boire n'importe quoi et ça ira. 1 litre et demi par jour, c'est très bien et ça va m'être hydraté, d'être moins fatigué et d'avoir moins faim aussi. Donc boire de l'eau, c'est indispensable. Donc numéro 4, hydratation et consommation d'alcool. Numéro 5, gestion de la santé mentale et dopamine. Gérer la santé mentale, c'est hyper important. Je vous parlais du fait de prendre du recul par rapport à soi-même, de trouver les éléments qui peuvent être problématiques dans notre vie. Donc c'est important de gérer sa santé mentale, de gérer son stress. C'est prouvé que le stress va, dans beaucoup de cas, causer beaucoup de pathologies, va accentuer les pathologies et en fait c'est un catalyseur de mauvaises choses. Donc vraiment c'est important de travailler sa santé mentale et son stress, donc via la méditation, via le centrage sur soi. Le but, c'est pas d'être égoïste, mais de prendre du temps pour soi-même, de penser à soi, de prendre du bon temps, de lire des bouquins sur soi-même, sur les sujets qui peuvent être problématiques pour nous et d'explorer ces sens-là. Moi, je me rappelle en deuxième, troisième année, actuellement un petit peu moins parce que je suis plus sur le côté, là je m'intéresse plus au côté vraiment santé globale, vraiment santé sur la bonne santé, mais quand j'étais en deuxième, troisième année, je lisais aussi des livres sur la santé mentale, sur des choses comme ça, et ça m'a permis de comprendre mieux les choses et de me sentir en meilleure santé plus facilement avec des choses actionnables. Donc gérer la santé mentale et j'ai essayé de regrouper ça parce qu'il n'y a que 10 commandements, il y a quand même plusieurs choses à dire. La gestion de la dopamine, je l'ai mis ensemble parce que limiter les activités dopaminergiques excessives, c'est important. On se rend compte que l'alcool ça va aller dedans, mais la cigarette aussi, mais les réseaux sociaux, les jeux vidéo, ça va aller ensemble. Et en fait, c'est pareil, c'est un élément extrêmement global et très important dans la vie de réussir à gérer sa quantité de dopamine parce que on va être de plus en plus accro aux choses, on va pas prendre le temps d'avoir du recul sur soi-même et de faire des activités qui sont vraiment reposantes et qui ont du sens. Parce que quand on est accro aux réseaux sociaux, quand on est accro aux jeux vidéo, on va pas avoir envie d'aller faire du sport. On va pas avoir envie de lire un livre. On va pas avoir envie de travailler sur un projet qui a du sens pour nous. On va pas avoir envie d'apprendre du piano. On va pas avoir envie d'apprendre à coudre. Alors que on va pas avoir envie de faire à manger. Et en fait, le truc, c'est que c'est ça, le cœur du sujet, c'est de prendre du recul, de savoir qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire et de travailler sur ça. Et malheureusement, quand on est sur les jeux vidéo, alors qu'on est dans un monde virtuel, et bien évidemment, ce monde virtuel devient plus intéressant et mieux que le monde réel. Quand on est sur les réseaux sociaux, c'est pareil, on passe plus de temps à voir la vie des autres que notre propre vie, et donc on est démoralisé parce qu'on voit des gens qui sont au top, alors que nous, on est un loser. Donc il y a tout ça en fait, tout ce côté-là. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de problèmes actuels qui sont liés à ça, à la gestion de la dopamine, de la santé mentale, et je vous invite à vraiment faire attention à ça, et pour moi, c'est un élément indispensable. Donc, numéro 5, gestion de la santé mentale et de la dopamine. Si je vous ai un petit peu perdu dans les explications, je vous referai le résumé rapide des 10 commandements à la fin. Ensuite, commandement numéro 6, soin de la peau et hygiène personnelle. Alors, moi je le vois à l'hôpital, en plus je suis dans un centre de référence de mélanome. Les mélanomes, les cancers de la peau, ça tue beaucoup de monde, c'est fréquent, c'est grave, donc il faut faire attention à sa peau, de 1, pour ce côté-là, et de 2, parce que la santé de la peau, c'est hyper important. C'est pareil, il y a des choses extrêmement simples à mettre en place. Moi, j'ai 2 routines, ça va pas plus loin. Je mets de la crème hydratante le matin et le soir, et je mets de la crème solaire tous les matins sur le visage, et dès que je m'expose au soleil, que ce soit en vacances, que ce soit quand je sors, quand je suis en week-end, je me mets de la crème solaire sur le reste de la peau. Juste le fait de mettre de la crème hydratante et de mettre de la crème solaire, c'est 90% des résultats. Donc voilà, faire attention à sa peau, ça permet d'être d'avoir moins de chances de choper un mélanome, d'avoir une peau qui est mieux hydratée. Voilà. Et ensuite, j'ai mis aussi hygiène personnelle parce que ça va par exemple avec la santé des dents, ça va avec l'hygiène personnelle aussi. Il y a des gens, moi je le vois, c'est malheureux, mais à l'hôpital il y a des gens qui ne se lavent pas tous les jours, il y a des gens qui ont 20 ans ou 25 ans, qui ont les dents pourries, qui vont faire des abcès dentaires, qui vont avoir des dents qui vont tomber. Donc voilà, il faut faire attention à ça, faire attention à sa peau et à son hygiène de manière générale. Voilà, ça c'est hyper important et ça permet, ça va avec en fait la santé globale, c'est hyper important. Voilà, donc numéro 6, on a dit santé de la peau et hygiène personnelle.
Numéro 7, c'est prouvé que c'est l'un des éléments les plus importants pour une vie en bonne santé, ce sont les relations sociales saines. Il faut des relations sociales solides qui sont essentielles pour le bien-être mental et émotionnel. Donc je vous conseille de valoriser du temps passé avec vos proches et améliorer votre communication. Donc dans ce volet-là, par exemple, moi quand j'étais en deuxième année, et là je l'ai relu récemment, il y a un livre qui est connu qui s'appelle Comment se faire des amis. Donc ça permet de renforcer ses capacités de communication et pour avoir de bonnes relations sociales. Donc je vous encourage à avoir des bonnes relations sociales, de passer du temps de qualité, se dire je passe du temps le soir avec mon chéri ou ma chérie, mais vous êtes tous les deux en train de scroller sur le téléphone, sur les réseaux. Pour moi, c'est pas ça du temps de qualité. Du temps de qualité, c'est du temps où on est amené à discuter, à faire un jeu de société, à passer du temps ensemble de qualité, se dire les choses honnêtement et également pareil, d'essayer d'organiser des rencontres avec vos amis, d'organiser des rencontres, d'organiser des choses avec votre famille, avec les gens que vous aimez. Moi, il y a quelques années, il y a un oncle, bon évidemment il avait un peu d'argent, ça aide, mais il a organisé un voyage où on était 7 cousins à partir une semaine en vacances au soleil tous ensemble et ça nous a permis de nouer des liens et maintenant on a envie de reprogrammer ça encore et encore. On a envie de faire chaque année un rendez-vous pendant une semaine, que ce soit à la montagne, que ce soit au soleil, de pouvoir partager du moment en famille. Moi c'est pareil, le week-end j'ai essayé de rentrer pour voir mes parents, pour partager des moments avec eux, pour discuter, pour échanger et d'avoir donc du temps de qualité avec mes amis, mes proches. Et voilà, donc c'est important d'avoir des bonnes relations sociales. Si vous êtes isolé, si vous êtes tout le temps tout seul sur votre téléphone, ou bien vous n'avez pas les ressources mentales et pour réussir à communiquer avec des gens et se faire des amis, avoir des relations de qualité, les gens qui sont seuls sont des gens qui vont finir malheureux, c'est prouvé. Là dans le livre de docteur Jimmy Mohamed, il explique au début que, et moi je l'ai bien vu aussi, quand lui il explique qu'il fait SOS médecin et moi j'ai fait aussi un stage chez le médecin généraliste, il y a beaucoup de personnes âgées par exemple qui sont tout seuls chez eux, qui passent la journée devant la télé et ces gens sont malheureux alors qu'il y a des gens qui sont âgés mais qui ont des amis, qui vont voir, qui ont leurs petits-enfants. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des petits-enfants, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des amis, mais c'est important d'entretenir et de prendre le temps d'avoir des relations sociales avec la famille, les amis, de qualité. Pas besoin d'avoir 200 amis, pas besoin d'aller tous les soirs au bar pour avoir des bonnes relations, mais c'est important d'entretenir ça et surtout de s'en rendre compte. Donc il y a deux axes. Organiser des choses avec ses amis, sa famille, et de deux, travailler sa communication pour avoir des meilleures relations de qualité. C'est pareil, si vous avez 35 ans, que vous n'avez pas de copains, pas de copines, que vous êtes tout seul, mais évidemment, c'est quelque chose qui va travailler sur votre vie, qui va vous donner de l'anxiété, qui va vous donner des complexes et qui va vous rendre malheureux. Donc c'est important de prendre le temps, d'essayer de trouver un partenaire, une partenaire de bonne qualité avec qui vous vous sentez bien et c'est hyper important. Voilà, donc ça c'est numéro 7, avoir des relations sociales qui sont saines. Commandement numéro 8, prendre responsabilité de sa santé. C'est ce que je vous ai dit, et finalement en fait tout vient de là aussi, c'est si on est responsable de sa propre santé, on va être amené. Hop là, excusez-moi, petit étirement. Après 52 minutes de vidéo, je ne pensais pas que j'allais passer autant de temps, mais c'est important. Prendre responsabilité de sa santé, être proactif en matière de santé, prendre soin de son corps et avoir envie de prendre soin de son corps. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc pour moi, c'est essentiel. Améliorer, être proactif sur sa santé, consulter un médecin régulièrement, faire des bilans de santé, adapter ses habitudes de prévention, être axé sur la prévention, se dire j'ai envie d'avoir un corps en bonne santé, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un corps en bonne santé, s'y intéresser. Voilà. Si vous êtes sur cette chaîne et que vous allez suivre les astuces et les conseils que je vais vous partager, vous êtes déjà dans une bonne position. C'est génial et je vous encourage au maximum à faire ça. On n'est pas obligé d'être comme Brian Johnson ou bien d'aller faire des IRM corps entier tous les ans pour faire de la prévention. Mais déjà, si on va voir son médecin régulièrement, qu'on va voir son dentiste régulièrement, qu'on fait des bilans de temps en temps et qu'on fait surtout attention à soi, qu'on fait attention à ce qu'on mange, qu'on fait attention à sa quantité de sport, qu'on fait attention à son corps et qu'on se regarde et s'écoute. Vous voyez que vous avez beaucoup de boutons, peut-être que c'est parce que vous mangez mal, peut-être que vous ne faites pas attention à votre peau, vous êtes en train de prendre du poids. Le but, ce n'est pas de devenir non plus anorexique et de devenir complètement obnubilé par son corps, mais le fait de prendre soin de son corps, le fait d'avoir envie d'être en bonne santé, de se sentir mince, de se sentir bien dans son corps. Et en fait, moi, je me rends compte que j'ai une relation particulière avec mon corps. C'est la chose la plus précieuse et la chose la plus importante que presque l'univers nous a donnée. Et c'est de notre devoir d'y faire attention. On va voir dans le point d'après que c'est pareil, on va essayer d'éviter de prendre des risques démesurés. Donc faites attention à ce corps-là, c'est la chose la plus précieuse que vous ayez et prenez-en soin.
et soyez finalement responsable de la santé de votre corps. Ensuite, point numéro 9, bon lui on va pas s'éterniser 200 ans mais je l'ai mis parce que il fallait déjà 10 commandements et de 2, en fait c'est quelque chose qui malheureusement est beaucoup trop démocratisé. Ne pas consommer de drogue, ça paraît logique, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. Même en études de médecine, moi je vois des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, qui fument, c'est une drogue, qui boivent, c'est une drogue, qui prennent des tases, c'est une drogue, qui prennent de la coke, c'est une drogue. Tout ça sont des choses qui vont vous détruire la santé beaucoup plus rapidement que le reste. Donc faites attention à ça. C'est pareil, le cannabis, les choses comme ça, c'est des choses qui nous démolissent. Le cannabis, ça ramollit, ça rend schizophrène, etc. Putain, mais il faut faire attention à ça, il faut ne pas banaliser. Moi j'étais choqué, j'avais fait un week-end ski avec des étudiants en médecine, et même pas avec des radiologues, et il y avait un ou une radiologue qui m'a dit, qui prenait des tases et qui me disait non mais pour moi c'est pas une drogue, j'ai des potes à moi qui prennent de l'héros. Je suis en mode mais attends, mais tu es en train de te comparer à prendre des tases qui déjà c'est n'importe quoi, et c'est pas très grave parce qu'il y en a qui prennent de l'héros, mais les gens sont devenus fous malades. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à ça et adapter. En fait, il faut côtoyer des gens qui sont dans cette même mentalité de faire attention à ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de jouer sur cet effet de réseau, de partager cette philosophie au plus de monde, parce que plus on est axé sur la santé, plus il y a de monde autour de nous qui va faire attention à soi, mieux ça va être un effet boule de neige. Voilà. Et malheureusement, avec l'exemple que je vous ai donné, malheureusement, c'est pas parce qu'on est en médecine, c'est pas parce qu'on sait les effets que ça va avoir sur notre santé qu'on va faire attention à soi. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de prendre responsabilité de sa santé et d'en avoir envie. Il faut que ça vienne de soi, il faut faire ce travail par rapport à ça. Et le dernier point, ne pas prendre de risques démesurés. Évidemment, c'est bien de dépenser des millions d'euros dans sa santé, de faire des bilans sanguins tous les jours, de faire des IRM tous les ans pour faire attention à soi, de prendre des compléments alimentaires, de manger bien, etc., etc. Mais si vous faites du vélo ou de la trottinette sans casque et que vous roulez à 70 km/h, que vous avez un accident, que vous frappez la tête, on va mourir. Donc, donc moi je conseille de privilégier la sécurité dans nos activités, d'être prudent sur la route, dans les sports extrêmes. Le but c'est pas de devenir parano et de dire je ne fais plus rien, mais déjà de 1, ne pas prendre donc, des risques démesurés, comme dit le commandement. Donc ne pas prendre de risques démesurés. Lorsqu'il y a des équipements qui sont adaptés, mettre un casque, mettre sa ceinture, des choses comme ça, et faire attention dans sa vie. Évidemment, si vous êtes en voiture, que vous roulez à 90 ou à 110 en ville, vous prenez des risques. De 1, on prend des risques de se faire flasher, de perdre des points, etc., de percuter quelqu'un, mais surtout de se tuer. C'est surtout ça le plus important. Donc voilà. Trottinette, moi personnellement j'ai une trottinette, déjà de 1 je mets un casque, j'ai l'impression d'être le seul de la ville à mettre un casque, et de 2 je fais attention quand je roule, je suis attentif. Il y a des gens, je les vois, ils sont sur les trottinettes qui sont louées, ils sont à 3 dessus, à fond la caisse dans la descente, le frein il va pas tenir, c'est du grand n'importe quoi. Et moi je le vois au scanner des urgences à l'hôpital, il y a des polytraumatisés en 2 roues, en scooter, en moto, en voiture qui sont démolis, et c'est catastrophique. On met des années et des années à récupérer, on ne revient jamais à son état de base. Donc attention à ne pas prendre de risques démesurés. Voilà un petit peu les 10 commandements. Donc je répète, sommeil de qualité, nutrition équilibrée, activité physique quotidienne, hydratation et consommation d'alcool, gestion de la santé mentale et de dopamine, soins de la peau et hygiène personnelle, relations sociales saines, prendre soin et responsabilité de sa santé, ne pas consommer de drogue et ne pas prendre de risques démesurés. Ok, donc le but, ce n'est pas de devenir, parce qu'il y a des gens, je sais comment ça va se passer, il y a des gens qui vont dire c'est ennuyant, c'est nul, etc., etc. Mais en fait, moi je le vois, même des fois à l'hôpital, il y a des gens, ils me charrient un petit peu parce que je suis là, j'ai envie de... Ils me prennent pour un mangeur de graines, de manger du quinoa, de faire attention, de prendre du ski, etc., etc. Ça me fait rire, mais en fait, je crois que les gens n'ont pas bien compris exactement le but. Et en fait, ça doit être presque la classe de faire attention à soi. Et ça ne doit pas être bizarre. Parce que là, j'ai l'impression de faire attention à moi comme ça paraît bizarre. Et c'est pour ça que je suis content que des gens comme Brian Johnson ouvrent la voie. Le but, c'est pas de devenir extrémiste comme lui, mais ça montre un petit peu. Et en fait, on a besoin d'aller dans l'extrême pour réguler un petit peu le reste de la population, pour réguler un petit peu son comportement. Donc moi, j'essaie de montrer la voie également en faisant attention à ma santé, mais je reste, déjà de 1, j'ai pas des millions à dépenser dans ma santé, et de 2, j'ai envie que ce soit un élément clé et c'est le centre de ma vie. On verra que ça fait partie de la philosophie, c'est scaler sa santé pour scaler sa vie. Le but, c'est de faire attention à sa santé. Ça permet d'être plus productif, d'être mieux aligné avec soi-même, de se sentir mieux et donc ça permet de vraiment scaler sa vie. Pour moi, c'est important. On en reparlera dans d'autres vidéos, mais c'est un élément essentiel. Donc vraiment mettre l'accent sur la santé, oui, c'est ce que je fais moi.
d'être vraiment très alerte sur ça, mais ça ne doit pas devenir non plus, par exemple Brian Johnson, le mec il passe 90% de son temps à juste faire attention à faire ses routines. Moi, le but, c'est de quand même vivre à côté, d'aller faire mon métier, de faire du sport, mais des choses qui me plaisent, etc., de passer du temps avec ma famille. Le but, c'est de vivre, mais de mettre sa santé au service de sa vie et pas sa vie au service de sa santé. Parce que si vous passez votre temps, c'est comme avant, quand je faisais la salle de sport. Avant, j'allais à la salle de sport 2 fois par jour, j'y allais 7 jours sur 7, donc j'y allais 14 fois par semaine, je mangeais des tubes, j'étais omnubilé par la muscu, et donc c'était ma vie qui était au dépend de la muscu. Alors que maintenant, je suis plus dans un mode de vie où c'est ma vie, enfin la muscu va me permettre d'avoir une vie qui soit meilleure, d'avoir des routines, d'être en meilleure santé, d'avoir plus de muscles, de me sentir mieux, d'être plus fier et donc d'être dans une meilleure dynamique. Mais c'est pareil pour la santé, je pense que c'est la santé qui va permettre d'améliorer sa vie, mais attention à ne pas tout confondre et ne pas passer dans un extrême à l'autre. Voilà un petit peu pour la vidéo du jour. J'étais parti pour faire une vidéo de 20 minutes de réaction sur un petit peu cet Américain. En tout cas, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous remercie. La chaîne, là actuellement, j'ai eu pas mal de retours par message, par Instagram. En fait, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé sur Insta et j'avais, je sais pas, 25 messages de personnes qui m'ont dit « Je suis passé en deuxième année grâce à toi, merci pour tes conseils, etc. » Donc, tous ceux qui m'ont envoyé des messages, merci. Je vous en suis reconnaissant. Ça me pousse à continuer cette chaîne YouTube, ça me pousse à continuer à apporter de la valeur et je suis convaincu que le message dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est le message pour moi qui a le plus de sens. Je vais continuer sur cette chaîne à faire des vidéos de productivité, pour les étudiants. J'ai envie de mettre en place le logiciel là, qui va bientôt sortir. Ça met du temps. Avec mon associé qui développe le logiciel, ça a pris du retard. C'est plus long que prévu de créer un logiciel, de qualité, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, ça c'est pour le logiciel. Et en tout cas, je vais partager avec des shorts de qualité, je vous le garantis, des shorts de qualité, ce message-là, je vais le bombarder et mon objectif, c'est d'ici plusieurs années d'avoir des millions d'abonnés pour pouvoir avoir un message qui a vraiment de l'impact. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Ceux qui ont envie de suivre les aventures, abonnez-vous à cette chaîne, suivez, donc il va y avoir, ça va être sur Insta et sur TikTok, les différents shorts de santé, des astuces de santé, expliquer des pathologies, comment prendre soin de sa santé facilement. On va voir ça ensemble. J'ai envie de me dédier à ça à 100% et de monter en compétence, de faire des super vidéos. Voilà, donc ça c'est l'objectif. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire si ça vous a plu, si ça résonne avec vous, qu'est-ce que ça vous évoque et si vous êtes prêt à joindre un petit peu cette aventure et partagez ça aux gens autour de vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Robin. Ciao.